Corps à corps à corps. Et pour ce corps à corps, un sujet dont on n'a pas forcément beaucoup parlé dans les médias, mais en tout cas pas la deuxième partie, on va dire, de ce sujet. Et pourtant, ça fait peser des risques sérieux sur notre pays. Je rappelle, un samedi dernier, 160 000 foyers ont été privés d'électricité dans le département des Alpes-Maritimes, en cause de 3 sabotages criminels qui ont été revendiqués par 2 bandes anarchistes d'extrême gauche. D'ailleurs, je pourrais vous lire un petit bout du communiqué. Dans le détail, 2 transformateurs ont été incendiés au Tanneron, ainsi qu'à Nice. Un pylône de 225 kV a été scié à Villeneuve-Loubet. Donc ces bandes d'extrême gauche ont émis un communiqué pour, comme je le disais, pour revendiquer ces actions, expliquant notamment qu'elles ciblaient le festival de Cannes qui sert, donc, selon le communiqué, de vitrine à une République française grandiloquente, je cite, défenseuse des valeurs du progrès sur la scène internationale, mais surtout deuxième exportatrice d'armes dans le monde. L'excellence française en la matière arme l'OTAN et sème la mort du Yémen à Gaza, de l'Ukraine au Sahel. D'ailleurs, pas forcément faux sur toute la ligne. Plusieurs élus, notamment locaux, ont pris rapidement position sur le sujet. Éric Ciotti, David Lisnard ont directement évoqué des actes terroristes. Un avis que partage d'ailleurs Thibault de Montbrial, vous savez, le spécialiste de la sécurité, qui était sur CNews Europe 1, interrogé par Sonia Mabrouk. Je vous propose d'écouter un extrait. Ce sont à l'évidence des actes qui sont des actes de pré-guérilla. C'est de la déstabilisation à des fins politiques et qui ont pour effet de paralyser la capacité d'un pays à fonctionner. Je voudrais préciser une chose importante. On a beaucoup parlé, à juste titre, puisqu'en plus c'est dans le communiqué des gens qui ont revendiqué cette action, de l'émotion qu'il y a eu au Festival de Cannes, où les gens n'ont pu se préparer que 3 heures avant la cérémonie. Mais ça, c'est l'écume des choses. La réalité, et c'était traité à la marge dans les sujets, c'est que au bout de quelques heures, il n'y a plus à manger. C'est le chaos de la circulation, donc il y a un gros problème d'intervention des véhicules de secours. 160 000 habitants, ce sont des endroits complets où la vie est paralysée. L'électricité, Sonia Mabrouk, c'est la vie aujourd'hui. Et c'est le nerf de la guérilla. Mais c'est le nerf de la guérilla. Quand vous coupez le courant, vous coupez complètement la capacité d'une société à s'organiser, y compris sur le plan sécuritaire. Voilà, c'est évidemment cet axe-là qui nous intéresse aujourd'hui, et on mesure à quel point ces installations électriques sont fondamentales pour la population. Et c'est pourquoi on voulait faire ce sujet, le traiter avec nos invités de ce matin. Je suis très heureuse de recevoir Éric Denessé. Bonjour. Bonjour Clémence. Et merci beaucoup d'être avec nous, spécialiste du renseignement d'intelligence économique. Vous êtes directeur du CFDR, le Centre français de recherche sur le renseignement. Alors, vous avez publié un livre sur l'écoterrorisme. Je le précise, mais vous me dites que ce n'est pas de l'écoterrorisme. On va en reparler d'ailleurs. Je donne le titre de ce livre, et on va le voir d'ailleurs apparaître à l'image. Écoterrorisme, altermondialisme, écologie, animalisme, de la contestation à la violence, aux éditions Talendier. On va voir l'image du livre apparaître. Pourquoi, Éric Denessé, pour vous, ce qui s'est passé, ce n'est pas de l'écoterrorisme ? Alors, c'est vrai que l'écoterrorisme est un mot qui nous vient des États-Unis, mais ce qui s'est passé, c'est du sabotage. C'est critiquable, c'est criminel, mais on n'est pas dans la volonté au sens propre de créer la terreur pour avoir un impact sur la population. Donc, c'est un acte hautement répréhensible, mais ce n'est pas au sens propre du terrorisme, même si c'est impardonnable. D'accord. Fabien Bouglet, bonjour. Oui, bonjour Clémence Odiakova. Merci beaucoup d'être avec nous également aujourd'hui, spécialiste des questions énergétiques. Vous êtes auteur de La guerre de l'énergie au cœur du nouveau conflit mondial. Et puis, un livre un peu plus ancien, Éolienne, la face noire de la transition énergétique, aux éditions du Rocher. Alors voilà, pour vous deux, je voulais aborder en effet cet axe finalement de la sécurité autour de l'énergie. Évidemment, je sais aussi, Éric Denessé, on peut commencer par vous, que vous avez aussi travaillé sur ces questions de sécurité. Et évidemment, on voit à quel point, ici, Thibault de Montbrial le rappelle, à quel point ces questions sont fondamentales et à quel point, alors qu'on nous pousse toujours sur le tout électrique, le toujours plus d'électricité, à quel point ça nous rend aussi dépendants et vulnérables finalement. Et cette question de la sécurité du réseau électrique dans lequel on est de plus en plus poussé, est-elle véritablement posée par les services de sécurité, par la défense française ?
Très très peu, très très peu. Effectivement, depuis notamment que nos téléphones sont tous passés sur les systèmes numériques, on peut plus communiquer en cas de panne majeure ou de saturation des réseaux téléphoniques. Et bien évidemment, tout notre approvisionnement énergétique, enfin tout le fonctionnement, pardon, est lié à notre approvisionnement en électricité. Donc on voit très bien le chaos que ça génère en quelques heures dès que quelque chose se produit. Sur le plan des communications aussi, on voit qu'on a quasiment plus de systèmes qui permettent de travailler avec les modes VHF, UHF. Donc on est véritablement totalement démunis dès qu'un événement comme ça se produit, et les réseaux de secours étant souvent eux-mêmes dépendants de ces systèmes électriques, eh bien sont mis hors service aussi. Donc ça veut dire qu'une véritable réflexion doit se produire, et je vais vous donner une anecdote qui va peut-être prêter à sourire, mais les gens d'Al-Qaïda, dès le début de leurs opérations, avaient compris qu'ils étaient eux-mêmes dépendants de tous ces grands réseaux pour les interceptions, et avaient donc redéveloppé des réseaux radio pour échapper aux interceptions. Donc finalement, on voit bien que si on s'en donne les moyens, on peut mettre en place d'autres choses, mais aujourd'hui, il y a une vulnérabilité majeure, et on ne l'aperçoit pas uniquement quand il y a des sabotages comme ces derniers jours. Regardez quand la neige tombe à Paris et que ça crée des Ah oui. embouteillages terrible, tous les réseaux sont saturés, plus rien ne fonctionne. Alors les feux rouges marchent encore, mais on voit très bien la vulnérabilité de nos sociétés modernes, et ça plaide à mon sens pour deux choses. La première, la prise en compte de cet aspect sécuritaire, et la seconde, c'est que nous n'avons pas en France un ministère de l'énergie. C'est un ministère qui est à la fois chargé des approvisionnements, de la régulation et du fonctionnement. Or, c'est un ministère stratégique qui devrait exister et non pas être attaché à une autre fonction comme l'économie ou l'industrie. Ça Ou devrait être l'écologie. l'écologie, bien évidemment. Oui, surtout que ça pose également de grandes questions. Là, évidemment, c'est du petit lait pour Fabien Mouglier, n'est-ce pas, Fabien? Oui, écoutez, de toute façon, tous ces événements, je les avais annoncés dans mon livre Guerre de l'énergie, au cœur du nouveau conflit mondial. Une chose importante qui n'est pas du tout prise en considération par nos gouvernants, Vladimir Poutine, lorsqu'il a fait la guerre en Ukraine, il a détruit 75% des capacités électriques et de réseaux électriques de l'Ukraine Tout à fait. pour déstabiliser complètement le pays. Donc, le système électrique d'un pays et son système énergétique est la cible numéro 1 lors de toute guerre. Or, on assiste à une double guerre, une guerre mondiale de l'énergie pour le contrôle des ressources énergétiques. Ça, c'est la création du Conseil national de domination énergétique de Donald Trump, ou c'est la politique de Vladimir Poutine depuis le fait qu'il est président de Russie. Mais on assiste également à l'émergence d'une guerre localisée de l'énergie. On a cette déclaration de guerre énergétique, pour moi, qui est pire qu'un acte de terrorisme, mais qui est un acte de guerre. Alors, on dira anarchiste, c'est probablement des faux drapeaux. D'ailleurs, il parle du Sahel, on voit bien le narratif. Je ne crois pas du tout à ce groupe anarchiste personnellement. Pour moi, c'est vraiment une déclaration de guerre, c'est un avertissement à l'État français, soit d'un autre pays, soit d'une autre entité. Ah oui, d'accord. Oui, on vous prévient, regardez, vos capacités énergétiques sont en danger. Du reste, moi, j'ai fait une conférence il y a 2 mois à l'Agence d'innovation de défense au ministère des Armées et pour les états-majors des armées avec plusieurs hauts gradés, et je les ai avertis de ce qu'il était absolument nécessaire et urgent de créer une cellule de guerre énergétique, soit une mission interministérielle, ça c'est plutôt mes relations avec les élus, soit au sein de l'état-major, pour que de manière urgente se mette en place une véritable politique de défense énergétique. On est complètement démunis. Vous savez, on est exactement dans la situation où on disait ils ne passeront pas par la Belgique parce qu'on a la ligne Maginot. Oui. Et donc, si vous voulez, aujourd'hui, on a un narratif qui est complètement déconnecté. Et je voudrais quand même signifier une chose importante. Il s'est passé il y a quelques jours, simplement avant cet acte de guerre contre nos installations énergétiques. La panne au Portugal et en Espagne, non? Il s'est passé le blackout espagnol. Oui. Et le blackout espagnol, il a montré le caractère fragile de nos sociétés lorsque survient un problème d'électricité. Et il y a une chose importante. En Espagne, le système électrique fait qu'on peut rétablir notre système électrique en une journée à peu près. En France, selon les autorités et selon les grands spécialistes de nos systèmes et de nos réseaux, il faudra 4 jours en France pour rétablir notre système électrique. Et autre événement important, je suis désolé d'insister, mais
de plus en plus, on a des alertes internationales sur le fait que les Chinois ont installé des chevaux de Troie dans les moduleurs de panneaux solaires et dans les moduleurs éoliennes. Les services secrets allemands viennent de lancer une alerte. Attendez, ça veut dire quoi les chevaux de Troie? Enfin, je sais ce que ça veut dire, mais ça veut dire quoi concrètement dans ces panneaux? Ça veut dire tout simplement qu'il y a des systèmes d'espionnage de l'environnement installés dans les éoliennes de fabrication chinoise ou de panneaux solaires, et que vous avez des systèmes qui permettent de créer des blackouts à distance avec les systèmes installés dans les moduleurs. C'est-à-dire les moduleurs, c'est un système à côté des éoliennes ou des panneaux solaires qui permettent d'intégrer l'électricité d'origine solaire ou éolienne dans le système électrique global. Je ne rentre pas trop dans les détails. Mais disons que c'est au niveau des moduleurs que vous pouvez couper ou déstabiliser le système électrique. Or, la Chine a installé, il y a eu des alertes aux États-Unis, des alertes, et la Suède d'ailleurs vient d'interdire presque 13 parcs éoliens en mer pour des raisons de défense nationale. En France, on veut installer des éoliennes, on veut construire des usines de production de fils en cuivre pour nos réseaux électriques, pour insérer les éoliennes, et on ne se pose pas du tout les questions de défense nationale. De l'origine, de la souveraineté sur ces produits. Oui. Alors, Éric Donessé, là, il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites par Fabien Bouglet. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec tout. D'abord, on va commencer point par point sur l'histoire des faux drapeaux. Alors moi, je serais beaucoup plus prudent. Monsieur a raison de poser la question de savoir qui est derrière, mais nous avons malheureusement en France et en Europe au sens large et dans le monde occidental suffisamment de groupes d'activistes qui adhèrent à des idéologies. C'est ce qu'on appelle les technophobes et les néoludistes exactement. Ce sont des gens qui considèrent, c'est assez bizarre, hein, c'est dans une démarche qui est à la fois éthique, politique et économique, qui considèrent que les machines sont mauvaises, qui s'opposent qui par tradition, alors là, c'est une tradition qui remonte à la Révolution française, à la Révolution industrielle britannique. Et le mouvement ludiste. On veut ludiste. détruire les machines parce qu'elles donnaient des conditions de vie terribles aux ouvriers. Ça a été relancé par le marxisme. Et puis aujourd'hui, il s'oppose aussi aux grandes infrastructures commerciales et industrielles. Donc il y a de véritables courants qui, à l'origine, de véritables groupes. C'est un courant qui, à l'origine, vient plutôt lié à l'extrême gauche et à l'altermondialisme, mais qui, aujourd'hui, est aussi en prise avec les milieux écologistes pour la défense de la planète. Alors, on est là dans l'écologie ou de l'altermondialisme radical. Ça n'a rien à voir avec la version politique de ces deux mouvements. Et on a vu les actions se multiplier depuis une vingtaine d'années, même si la France et l'Europe continentale, en règle générale, est moins soumise à ces aléas que les pays anglo-saxons, notamment comme les États-Unis, le Canada et la Grande-Bretagne. Mais si on regarde bien, ça a commencé avec Tarnac sur les lignes électriques. On le voit, et nous, au CF2R, nous avons travaillé pour les opérateurs téléphoniques en essayant avec eux d'avoir une cartographie de tous les mâts de répétition qui étaient attaqués. On n'a pas réussi à l'époque, ça remonte à quelques années, à avoir une vision claire de ce qui s'est passé. On le voit sur les attaques sur les fils de cuivre, on l'a vu sur les trains avant les Jeux Olympiques. Donc, il y a suffisamment de groupes activistes qui sont capables de faire ça. Ce qui ne veut pas dire que, ces groupes activistes soient ceux qui auront revendiqué l'opération, et deux, qu'il n'y ait pas, le cas échéant, des intérêts étrangers derrière. Oui, ou qui les financent ou qui les aident à la manière d'une association Soros. Et on n'est pas au sens propre, à mon avis, dans un acte de guerre, parce qu'il y a d'autres façons de le faire savoir. Mais en tout cas, ce que M. Bouglet est tout à fait vrai, c'est un signe annonciateur extrêmement fort de ce qui pourrait nous arriver. Alors, il faut aussi apporter, on le voit avec les catastrophes naturelles, parce qu'il n'y a pas aujourd'hui que les attentats et les sabotages comme ça. On voit bien avec l'évolution climatique qu'on est confronté à des manifestations naturelles de plus en plus violentes qui entraînent là aussi des ruptures, pas uniquement des réseaux électriques, et c'est vrai que les gens qui vivent en province, qui ont plutôt déjà tendance petit à petit à s'équiper de groupes électrogènes et de panneaux solaires, sont un peu moins démunis que dans les grandes villes, parce que l'impact, on l'a vu à Cannes, sur les grandes villes est absolument ahurissant. Mais après, est-ce que c'est pris en tant que tel en considération par nos autorités? Pas ou prou, et là encore, l'autre intervenant le disait très justement, il n'y a pas une prise en considération de ce risque majeur qui fait que finalement ce système nerveux central, toutes ces grilles pour notre fonctionnement, nous rend extrêmement vulnérables. Les conflits actuels, on s'en rend bien compte. Quand on regarde la guerre en Ukraine, les Russes font très très peu de morts civiles en réalité. Le nombre de morts civiles
3 ans de guerre en Ukraine est inférieur au nombre de morts civiles à Gaza. Pourquoi? Parce que les Russes ont compris que pour gagner cette guerre, c'était pas de cibler les populations civiles. Il y a bien sûr les combats militaires, mais effectivement, si on désorganise tout le réseau informatique, électrique, comment dire, d'Ukraine, eh bien, on met le pays à genoux. Oui, pour le moment d'ailleurs, je précise, c'est Elon Musk et son Starlink qui sont venus comment dire, remplacer le système électrique qui a été détruit par les Russes en Ukraine. Et deuxième point avec vous, Eric Denessé, qu'a abordé Fabien Bouglet, je voulais aussi vous entendre là-dessus, sur l'histoire de ces moduleurs, de ces chevaux de Troie là, chinois posés sur les panneaux solaires. Ça, c'est particulièrement inquiétant. Et c'est vrai qu'on se dit tous ces produits chinois qu'on importe, et notamment qui sont particulièrement stratégiques, est-ce qu'on est naïf au point de ne pas vérifier l'origine et la technique, ou est-ce qu'il y a quelque chose qui est fait en ce moment? Enfin, qu'est-ce que vous en pensez? Non, c'est malheureusement une pratique de tous les fournisseurs informatiques, hein, depuis les Américains informatiques et qui utilisent de l'informatique, plus exactement. Les fournisseurs américains de micro-ordinateurs, de logiciels ne s'en privent pas, les Chinois ne s'en privent pas non plus. Alors, il faut être paranoïaque par principe par rapport à ce genre de logique, en se disant qu'est-ce que l'on fait par rapport à cette menace? Est-ce qu'on est sûr qu'il y a des chevaux de Troie? On ne pourra jamais le prouver jusqu'à ce qu'ils soient activés. Donc, ça veut dire qu'il faut de la diversification, de la redondance, de la vérification. Tout ça est extrêmement coûteux, extrêmement long, mais on ne peut pas parier sur le fait que, de toute façon, tous ceux qui nous fournissent sont des gens formidables et qu'on ne sera jamais en litige ou en conflit avec eux. On doit partir du principe, c'est ce que j'appelle un peu cette forme de paranoïa, d'attitude mentale paranoïaque, de se dire qu'un jour, nous aurons un problème avec ces systèmes et qu'il nous faut absolument prévoir de la redondance pour être sûr que nos systèmes continuent à fonctionner malgré du piratage ou du sabotage informatique. Oui, de la redondance, pourquoi pas une souveraineté en fait, énergétique, et donc nos propres produits, nos propres productions. Enfin, ça semble étonnant à dire. Mais... C'est très dur d'être souverain aujourd'hui sur tous les sujets. Oui. Donc, quand on ne peut pas être souverain, qu'est-ce que l'on fait? Voilà, comment est-ce qu'on réduit le risque en diversifiant à la fois les fournisseurs, mais les systèmes? Oui, les origines des fournisseurs, enfin, dans plusieurs pays, comme ça, on se dit qu'on ne peut pas être fâché avec tout le monde en même temps, peut-être. Alors, il y avait une... Oui, Fabien. Moi, je voulais compléter, si vous voulez. Après j'ai une question, allez-y, bien sûr. Voilà. Complétez. Je voudrais compléter sur un point concernant l'acte de guerre contre nos infrastructures électriques à Cannes ou à Nice. Ne minimisons pas l'importance de l'équipe qui a réalisé cette opération, que nous n'avons toujours pas arrêtée d'ailleurs, soit dit en passant. Donc une capacité à être non arrêtée quand même assez importante. C'est pas des petits amateurs qui ont fait ça. C'est des gens qui connaissent, ce sont des professionnels qui connaissent les réseaux électriques, qui sont informés sur la façon de couper un pylône électrique qui va avoir une conséquence sur le canal, sur le festival de Cannes, qui savent que en mettant le feu à une installation électrique, ils vont déstabiliser la ville de Nice. Donc, je serais beaucoup plus prudent quand le fait de minimiser la portée de cette équipe qui peut tout à fait travailler pour un État étranger. Mais vous pensez à quel État, pardon, Fabien Bouglet, parce qu'à mon avis, vous avez une idée derrière la tête. C'est compliqué de savoir, parce qu'il y a plein d'intérêts, mais on est dans un contexte de guerre mondiale, d'Europe contre la Russie. Il y a plein d'hypothèses, d'ailleurs. Si on regarde le communiqué de revendication du mouvement anarchiste, on sent bien, il parle du Sahel, enfin, tout ça... il y a des éléments, mais moi, je ne suis pas analyste, donc je préfère laisser aux professionnels. Mais moi, je le fais en tant que spécialiste des questions énergétiques. Après, l'autre point important, c'est une vieille tradition de l'écoloterrorisme que de cibler les infrastructures énergétiques. Mais Shahin Nassim, qui a été celui qui a fait l'acte d'attentat contre Superphénix avec un lance-roquette, c'était un acte d'écoloterrorisme, un des premiers. Il était bien derrière, influencé et armé par les services secrets de l'Union soviétique, avec les réseaux Carlos. Donc, derrière, lorsque l'officine de terrorisme économique Greenpeace jette des drones contre les centrales nucléaires françaises avec un acte de terrorisme revendiqué, derrière, on sait bien
que Greenpeace est influencé par des États étrangers. Et Oui, donc, il y a toute une série d'actes d'écoloterrorisme depuis 40 ans qui sont signés et qui sont en derrière influencés par des États étrangers dont l'objectif est de déstabiliser notre système énergétique et notre système nucléaire. Ne soyons vraiment pas naïfs par rapport à cette situation-là. Je crois que moi, ça m'a beaucoup amusé cette revendication d'anarchiste parce que je pense que c'est vraiment une façade. Voilà. Mais on verra si on arrête. Je serais très intéressé de voir les personnalités si on réussit à arrêter les personnes qui ont fait ces actes de guerre contre notre pays. De toute façon, si c'est sous faux drapeau, même s'ils se font arrêter, on ne verra pas qui est au-dessus ou qui est derrière. Fabien Bouglet, vous le savez bien. On pourra avoir des signaux intéressants par rapport aux personnalités. Alors, je pense qu'Éric Denessé veut déjà répondre à ça, surtout que l'écoterrorisme, c'est aussi le sujet de son livre. Donc, je ne sais pas si vous voulez répondre de nouveau sur cette histoire de faux drapeau. Je suis navré, mais je crois que là, Monsieur Bouget est totalement excessif. Non, ce n'est pas un acte de guerre, c'est un acte de sabotage. Qu'il y ait des liens derrière pour semer le trouble, peut-être avec des services étrangers, c'est à prouver, c'est possible, mais rien ne le prouve. L'application des services soviétiques derrière Chaim Nassim et Kress-Malville, non, sincèrement, c'est une construction intellectuelle. Nous avons beaucoup travaillé, moi je viens du renseignement, on a travaillé sur les soviétiques, on a travaillé sur l'écoterrorisme. Ce sont deux mouvements extrêmement dangereux contre lesquels nous devons lutter, mais ne soyons pas naïfs. Il n'a pas été armé par les services de l'Est. Non. On est là sur des logiques totalement différentes. Il a été totalement armé par les systèmes. Chaim Nassim avait été armé par les services secrets d'Europe de l'Est. Bon. Non, vous excusez-moi, là, nous sommes d'accord sur le fait que ces groupes sont dangereux, que de temps en temps, il y a des interventions de services étrangers pour déstabiliser le pays, et je pense que ce n'est pas le débat aujourd'hui qui nous intéresse, mais ce qui nous intéresse, c'est de voir comment nous sommes vulnérables et comment notre société produit des groupes de cette nature qui peuvent, le cas échéant, être récupérés par des services étrangers. Mais voilà, on en est pour l'instant. Je crois qu'il faut être... Alors, revenons sur cette... oui, alors, je suis d'accord, je voudrais bien qu'on aille sur cette vulnérabilité, parce qu'il y a quand même aussi une autre question qui se pose, c'est que, en plus, tout à l'heure, vous parliez d'un ministère de l'énergie, et en tout cas de recréer, en effet, une sécurité autour de tous ces réseaux. Et on a quand même une tendance générale à vouloir tout électrifier, tout centraliser. Et cette centralisation pose problème. Je rappelle, je donne juste quelques exemples comme ça. Le compteur Linky, l'interdiction des poêles, par exemple, pour se chauffer, qui vont être limitées. Donc, on doit être tout électrifié. Encore récemment, on a entendu Gérald Darmanin nous dire qu'il fallait qu'on passe au tout l'argent numérique et plus de liquide. Mais imaginez une seule seconde que tous ces réseaux soient coupés, ça veut dire qu'on ne peut plus... Bon, évidemment, de toute façon, tout est électrifié maintenant. Même pour aller chercher son essence, c'est électrifié finalement. Les réseaux d'urgence sont électrifiés aussi. D'ailleurs, on se rappelle, il y a eu un sabotage autour d'un hôpital à Versailles, une maternité. C'était une catastrophe. J'y étais d'ailleurs à ce moment-là, donc je peux en parler en connaissance de cause. Donc, toutes ces questions-là se posent. C'est-à-dire, est-ce qu'on a raison finalement de vouloir aller toujours plus loin dans la centralisation électrique, alors qu'on a l'impression quand même, et vous allez me dire ce n'est qu'une impression, qu'à côté de ça, on n'est pas du tout armé pour résister à une attaque, que ce soit un sabotage local, éco-terroriste ou ou que ce soit sous faux drapeau étranger. Dans tous les cas, sommes-nous prêts finalement? Je commence avec vous, Éric Denessé. Non, aujourd'hui, on ne l'est pas, mais je vais juste vous donner un exemple. Aujourd'hui, combien de Français disposent encore de radio à pile ou à manivelle? C'est-à-dire qu'on l'a vu ces derniers jours sur la Côte d'Azur, quand le réseau électrique est coupé, plus personne n'a accès à l'information. C'est-à-dire que si l'État continue à envoyer sur les ondes des messages d'alerte, des messages qui sont faits pour calmer la population, pour leur indiquer des points de regroupement, qui peut capter ces émissions? Oui. D'ailleurs, donc, voilà, et même gérer une famille entre deux villages ne peut plus communiquer si elle ne prend pas sa voiture. Or, si elle ne peut plus aller faire le plein d'essence parce que les stations-service ne fonctionnent plus non plus parce qu'il n'y a plus d'électricité, nous n'avons pas non plus de petits talkie-walkie ou de petites radios. La CB a disparu. Alors aujourd'hui, pour être radio amateur, il y a quand même des
une formation et l'obtention d'une licence, tout ça est assez long, est assez technique. Donc concrètement, effectivement, c'est le désert total qui s'installe. Et à part ce que nous pourrions faire à pied ou en vélo, mais pas en vélo électrique, dans un rayon de quelques kilomètres, nous nous retrouvons dans une situation extrêmement difficile. Et je pense qu'on doit systématiquement avancer sur ces deux aspects. Oui. D'un côté, lutter contre ceux qui pourraient identifier, détecter, lutter contre ceux qui pourraient s'en prendre à ces réseaux, durcir les réseaux, durcir les points sur lesquels peuvent avoir lieu des sabotages, c'est bien évident. Et puis de l'autre, effectivement, prévoir un système beaucoup plus global et redondant qui nous permette de faire face à ce genre de situation. Je plaisante, mais pas tant que ça. D'ailleurs, beaucoup ont réagi dans le chat concernant le petit kit de survie qu'on est censé recevoir pour cet été d'Emmanuel Macron. D'ailleurs, il demandait d'avoir quelques piles, je crois. Un petit poste de radio, mais bon, encore une fois, ça pose la question de ces lignes. Et puis, il faut dire que la majorité des radios maintenant passent en numérique aussi. Donc, de toute façon, même si on capte plus grand-chose. Et dans lequel on nous demande aussi d'avoir bien notre chargeur de téléphone. Mais alors, est-ce que c'est vraiment utile d'avoir son chargeur de téléphone ? Bon, la photocopie de sa carte d'identité, c'est toujours très important quand on a un char russe qui veut nous démonter. Fabien Mouglet, pareil, par rapport à cette centralisation du tout électrique et cette tendance de plus en plus générale, je cite les derniers exemples, Linky, l'argent numérique, etc. Mais on voit bien que c'est une tendance générale de notre système à vouloir tout centraliser. Est-ce qu'il n'y a pas un problème là, finalement ? Est-ce qu'on ne devrait pas justement soit multiplier délocaliser, décentraliser certains points névralgiques électriques et aussi multiplier aussi non seulement les ressources électriques, mais aussi les moyens d'information, d'alimentation, etc. Et ne pas être que sur l'électrique, finalement, Fabien Mouglet. Vous avez un paradoxe tout à fait que vous soulignez, Clémence, qui est que nous sommes dans une société qui électrifie les usages, et ça, c'est nécessaire parce que ça permet d'éviter qu'on soit dépendant de l'approvisionnement en pétrole et en gaz d'origine étrangère. On est un des pays les moins dépendants de l'Union européenne avec 44% d'importation, mais on importe quand même des énergies fossiles. Et donc, cette électrification des usages et cette électrification de la société permet d'une certaine manière de lutter contre notre dépendance politique des pays fournisseurs d'énergie fossile. Ensuite, effectivement, on a un système centralisé, mais qui est assez pratique, parce que avec l'implantation de nos centrales nucléaires dans tout le territoire français, ça permet d'équilibrer le réseau, et ça, c'est très important. Effectivement, on voit bien avec le blackout espagnol la fragilité en même temps, on voit bien la fragilité de nos sociétés électrifiées, et on l'a vu avec pas simplement des problèmes logistiques personnels, mais avec des ascenseurs qui étaient bloqués, avec des blocs opératoires qui se sont trouvés démunis. Bon, ils ont lancé les générateurs. Enfin, donc il y a effectivement une prise en considération, et il est probable que ce type d'actes se multiplie. Il y a eu d'ailleurs au sein du ministère de la Défense et au niveau européen des réflexions sur la guerre des fonds marins et la déstabilisation des pays par le fait de couper les voies d'Internet par la guerre des fonds marins, et donc la France s'y prépare. Mais donc, on le voit bien, comme l'électricité est le sang de la société, le sang le plus important, puisque c'est le cœur qui bat de la vie économique et du cadre de vie de nos concitoyens. C'est ce que dit Thibault de Montbrial aussi, d'ailleurs. De plus en plus, l'électricité et les ressources énergétiques vont être des cibles prioritaires dans cette guerre mondiale de l'énergie que j'ai évoquée, et qui est une guerre mondiale dont les racines portent il y a 30 ans, et dont il ne faut pas du tout être naïf. Beaucoup d'officines écologiques sont en fait des opérateurs, et je l'ai montré, cher monsieur, dans mon livre Guerre de l'énergie, qui a été honoré d'une mention d'honneur du prix Turgot 2024. Eh bien, beaucoup d'officines écologiques sont en derrière, pilotées par des États étrangers. Je pense à l'Allemagne, je pense à la Russie. Et il y a de nombreuses preuves qui montrent que l'écologisme et l'écoloterrorisme sont en liaison avec des influences étrangères. Et j'en ai la preuve, et je suis quand même assez atterré qu'on dise que le terroriste qui a lancé contre Superphénix, qui était la base de notre système énergétique et dont Dominique Voynet a fait le terrorisme économique,
n'était pas armé par les services de l'Est, alors là, j'en reste pantois. Alors, on va peut-être pas relancer le débat. Je sais pas si Eric Denis... Non, mais parce qu'il y a quand même des sources et des éléments, donc faut pas non plus, oui, mais être naïf. On va pas forcément avancer. Je sais pas si Eric Denis voulait répondre une dernière fois sur ce sujet. Après, je propose qu'on... Je ne réponds pas à ces propos infondés. Je trouve que c'est très dommage de rentrer à ça. Je crois qu'il faut enquêter sur le sujet. Moi, ce qui me semble important, c'est de revenir sur 4 points. C'est qu'on peut être... Non, mais Fabien Mouglier, laissez Eric Denis parler, s'il vous plaît. À ces actions à 3 choses. C'est-à-dire qu'on a à la fois, bien sûr, on l'a vu, ce qu'on appelle la panne, le blackout, qui peut avoir qui peut être quelque chose très, très, comment dire, très dommageable. Il y a ensuite la catastrophe naturelle. Il y a l'acte de sabotage ou de terrorisme, comme on vient de le voir. Puis il y a l'acte de guerre. Donc, on a déjà vu dans les attentats terroristes la manière dont les individus, après avoir frappé avec une voiture piégée, prévoit après d'attaquer les secours. Donc, le risque qui nous pend au nez, c'est d'avoir le cumul de l'ensemble de ces risques. C'est-à-dire à la fois une combinaison de panne, de sabotage, d'actes terroristes et le cas échéant d'actes de guerre. Donc, c'est à ça que nous devons nous préparer. Mais je pense qu'il est important, c'est de ne pas être totalement dans le complot, comme M. Bouget, sur le lien systématique. Voilà, ouais, on arrête là, hein, monsieur. On arrête. Alors, attendez, on va arrêter. Cette propagande épouvantable qui vise, quand on est ignare et qu'on ne connaît pas un sujet, à traiter les autres de complotistes. C'est vraiment inacceptable, monsieur. Oui, hein. alors vous pouvez pas décrédibiliser là, monsieur. Fabien Mouglier, vous pouvez pas parler. C'est lamentable. Bon, je rappelle quand même qu'Eric Denis a écrit le livre Écoterrorisme, audition Talendier. On peut pas dire, vous êtes 2 personnes qui avaient travaillé sur ces sujets, vous n'êtes pas d'accord sur certains points. Mais on ne peut pas insulter les autres personnes en les battant. On n'est pas d'accord. Hein. Non, ça c'est une méthode. Bon, allez, on va s'arrêter là. Inacceptable. Bon, on va s'arrêter là parce que de toute façon, ça rend pas l'échange plaisant pour tout le monde et puis on arrive à la fin de cette émission. Merci en tout cas à tous les deux d'être intervenus. C'est dommage d'en terminer sur ce ton-là. Fabien Mouglier, je rappelle votre livre Guerre de l'énergie au cœur du nouveau conflit mondial aux éditions du Rocher. Eric Denis, je rappelle votre livre Écoterrorisme, altermondialisme, écologie, animalisme, de la contestation à la violence aux éditions Talendier. Merci beaucoup à tous les deux. On a quand même compris, en tout cas nous, les enjeux sur énergétique pour nous et la vulnérabilité nationale. Et chers amis, vous voyez, c'est ça le direct et c'est ça aussi la liberté d'expression. Chers amis, on vous l'avait promis et ça y est, on se développe, on ouvre de nouvelles émissions. Vous avez déjà connu et rencontré les Tintins pour leur nouvelle émission des Tintins qui marche très fort. Évidemment, l'émission d'André Berkoff. Cette semaine sort une nouvelle émission scientifique. On va tenter de poser de véritables questions sur des débats scientifiques qui ne sont pas fermés, contrairement à ce que on veut nous faire croire. Donc pour toutes ces émissions et encore d'autres, comment reprendre le pouvoir politique aussi, une autre émission à suivre, et puis des émissions historiques, géopolitiques et bien d'autres qui vont arriver. Il nous faut de la place, parce que évidemment la première chaîne est déjà très prise par toutes les émissions et diffusions du matin notamment. Donc il faut qu'on ouvre une nouvelle chaîne et il faut que vous suiviez le mouvement surtout et que vous ayez tout de suite vous abonner à la nouvelle chaîne. Il faut aussi en parler à tout le monde. On compte vraiment sur vous parce que si on veut ouvrir ces nouvelles émissions, il faut que vous suiviez le mouvement et vraiment que vous alliez vous abonner tout de suite à la nouvelle chaîne YouTube. C'est pas compliqué, c'est gratuit, ça se fait en 2 clics. On vous met tout de suite le lien là, pouf, il apparaît. Le lien, vous pouvez vous abonner. C'est Toxin Plus, c'est ça, la nouvelle chaîne YouTube, Toxin Plus, pour toutes les émissions de l'après-midi. Donc, vous pouvez la trouver sur Toxin-Plus en lettres majuscules ou tout simplement, on va vous mettre le lien et vous cliquez immédiatement. Je vous fais confiance. Allez-y tout de suite. 1, 2, 3, Toxin Plus, allez-y.